Alors nous allons donc reprendre la séance. On va rester sur de l'ombrage, mais de l'ombrage différent, puisqu'on va parler du photovoltaïque. Et donc, en préambule, pour commencer la discussion, je vais appeler Rachel Baudry, donc, de l'ADEME. Donc, Rachel Baudry, vous êtes docteur en économie de l'environnement. Et l'ADEME, vous connaissez tous l'ADEME, hein, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est un établissement public à caractère industriel et commercial, dont la vocation est de susciter, d'animer et de coordonner les opérations de protection de l'environnement et surtout de maîtrise de l'énergie. Donc, vous travaillez en coopération avec les ingénieurs sur tous les sujets de la transition écologique et par nature disciplinaire. Vous pilotez actuellement la création de l'Observatoire de l'agrivoltaïsme. Et donc, c'est tout l'intérêt de votre présence aujourd'hui. Voilà, je vous laisse la parole. Merci pour l'invitation et bonjour à toutes et tous. Alors, je remplace Elsa Chauny, qui travaille également sur l'agrivoltaïsme à l'ADEME. Nous sommes toutes les deux sur le site d'Angers. Donc, c'était un colloque facile à rejoindre pour nous. Voilà. Et donc, il y a peut-être quelques diapos sur lesquels je serai un peu moins à l'aise, parce qu'Elsa avait eu le temps de faire les diapositives avant d'être empêchée de venir ce matin. Alors, pourquoi faire de l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire pourquoi mettre du photovoltaïque dans nos campagnes? La question est souvent posée. On a parlé beaucoup de changement climatique ce matin. Le changement climatique nécessite déjà une transition écologique et énergétique. On a par exemple l'électrification des usages pour remplacer les combustibles fossiles sur un certain nombre de nos besoins de déplacement, de refroidissement, des besoins industriels. Donc on va avoir besoin de plus en plus d'électricité. Et à l'ADEME, on travaille avec le gouvernement pour que cette électricité soit au maximum d'origine renouvelable. Concernant le photovoltaïque, il y a une priorisation qui est bien inscrite dans la stratégie nationale. On priorise d'abord les toitures, ensuite les friches ou des sols déjà artificialisés, le co-usage tel que des ombrières photovoltaïques sur des parkings, puis en dernier recours les sols naturels. Il faut savoir, c'est pas forcément évident, mais qu'en fait, les toitures ne sont pas toutes aptes à recevoir des panneaux, de par leur orientation, mais aussi de par la solidité. Si on est en ville, il y a des contraintes par les architectes nationaux de France, des contraintes de patrimoine historique. Il y a beaucoup de contraintes. Donc, à chaque fois, quand on nous dit « mais pourquoi on met des panneaux photovoltaïques ?» sur des parcelles agricoles, il faut que vous sachiez que, normalement, les autres possibilités ont déjà été étudiées. Je dis normalement, après on peut en rediscuter. Cet intérêt croissant pour les sols agricoles, pour l'installation de panneaux sur des sols agricoles, il pose quand même une question sur la préservation de la fonction agricole de ces sols. C'est pour ça que l'ADEME a été saisie pour s'occuper de ce sujet au niveau national, parce qu'à l'ADEME, nous travaillons à la fois sur les énergies renouvelables, mais aussi sur l'agriculture. Je suis là avec un collègue qui travaille au service agriculture, forêt, alimentation, et qui, lui, travaille beaucoup plus sur l'agroforesterie dont on vient de parler. Donc, évidemment, on n'oppose pas ces deux pratiques. Tout est possible et tout doit pouvoir cohabiter. L'ADEME a fait des scénarios à l'horizon 2050 pour savoir comment la société pourrait justement évoluer par rapport au changement climatique. Dans le scénario le plus ambitieux de l'ADEME, qui faisait massivement recours aux énergies renouvelables, le photovoltaïque couvrirait 0,2% du territoire national ou 0,5% de la SAU. C'est pour replacer, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'effervescence autour de l'agrivoltaïsme et beaucoup de gens qui proposent des projets. Mais
dans tous les cas, on ne recouvrira pas les parcelles agricoles de panneaux dans toute la France. Alors, attendez, voilà. Donc, je ne reviens pas trop sur le rôle de l'ADEME. On est des experts au service de l'État et donc on a tous ces modes d'action. Donc, nous, au siège, on est plutôt sur l'expertise, la R&D, la création d'outils tels que l'observatoire dont je m'occupe. Nos collègues en direction régionale sont plutôt sur le financement, l'accompagnement des opérations de terrain. Et puis, on travaille tous sur le volet animation, puisqu'on fait discuter les acteurs sur les différents sujets qui nous occupent. Une petite rétrospective. Donc, on a été saisi officiellement par nos ministères de tutelle, dont le ministère de l'Agriculture ne fait pas partie, mais qui nous a quand même saisis en 2017 pour s'intéresser au sujet de l'agrivoltaïsme. On a à ce moment-là lancé un appel d'offres innovation qui nous a permis de financer, enfin de subventionner, finance jamais à 100%, subventionner déjà quelques installations. L'intérêt des appels d'offres innovation, c'est que du coup, après on suit les projets, on a les retours d'expérience. On a également lancé en 2019 une première étude qui fait un peu référence en France, enfin qui fait référence en France sur l'agrivoltaïsme. On a continué à financer des projets donc dans un autre appel d'offres, un appel à projet de recherche plutôt, l'APRED, en 2021. Et on a publié la grosse étude, la première grosse étude en 2022, qui a en fait servi de socle pour créer la réglementation dont je vais vous parler juste après. En 2023, on a donc la loi d'accélération des ENR qu'on appelle loi APER, d'accélération de la production d'énergie renouvelable qui est sortie, qui comprenait la définition de l'agrivoltaïsme, la définition française. J'insiste parce que je sais qu'on a des collègues internationaux. Donc, chacun des pays européens a aujourd'hui une définition un petit peu différente de l'agrivoltaïsme. Il y aura des travaux européens pour harmoniser. Pour l'instant, c'est une définition française. On a également, en 2024, lancé une deuxième grosse étude pour étudier ce qui se passait dans 5 régions très actives. Donc, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Bourgogne-Franche-Comté et la Réunion. En parallèle, alors vous voyez en dessous, il y a un décret qui est sorti en 2024, qui précisait la loi, qui confiait un certain nombre de missions à l'ADEME, et un arrêté également en juillet 2024. Et cette année, donc, on a lancé la semaine dernière l'observatoire dont je m'occupe, et on a commencé aussi à travailler sur les technologies éprouvées. Alors, dans la réglementation française actuelle, il y a 2 concepts différents. L'agrivoltaïsme, avec une définition très précise que je ne vais pas vous lire ici. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'en France, on considère que la parcelle doit être agricole et que la production d'électricité est une coproduction secondaire. Donc, la parcelle ne peut pas être entièrement tournée vers la production d'électricité, comme le serait une parcelle artificialisée sur laquelle on met une centrale solaire. Il faut vraiment que la production agricole prédomine. À côté de ça, on a des parcelles qu'on appelle PV compatibles, qui sont quand même sur des sols naturels avec d'autres conditions. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et en plus, il y a peu de projets qui se développent sur ce genre de parcelles. Ce n'est pas là où ça se passe en ce moment. Donc les études que l'on a menées, la première étude, elle avait permis de faire un état de l'art bibliographique, de faire, ça c'est très intéressant si vous vous intéressez au domaine, 10 fiches très concrètes, donc des fiches techniques avec un type de structure photovoltaïque et des cultures ou élevages associés. L'agrivoltaïsme peut concerner aussi bien les cultures que l'élevage. Elle a permis de créer la fameuse définition et aussi une première méthode d'évaluation. Elle a surtout montré l'étude qui avait été conduite entre 2019 et 2021 qu'on avait, étant donné le jeune âge de la filière, on avait très peu de retours scientifiques
sur le comportement des productions agricoles dans des parcelles avec panneaux photovoltaïques et qu'il fallait donc renforcer les connaissances scientifiques. La méthode d'évaluation qui avait été élaborée à ce moment-là montrait qu'il fallait, pour étudier l'impact de l'agrivoltaïsme, il fallait vérifier la vocation et la pérennité du projet agricole, la réversibilité du système, c'est un point très important. Toutes les installations de panneaux qui sont mises sur des sols agricoles doivent être réversibles. Et donc, on doit retrouver la parcelle à l'état initial après démantèlement, c'est-à-dire déconstruction de l'installation. Il fallait évidemment vérifier l'adéquation territoriale, mesurer l'impact sur les sols, mesurer l'impact sur la biodiversité et les paysages, vérifier l'adaptabilité du système, puisque les systèmes actuels sont prévus pour être installés sur 30 ans. Alors, c'est moins long que la croissance d'un arbre pour beaucoup d'arbres, mais ça reste une grande période. Donc, les parcelles où il y aura de l'agrivoltaïsme vont aussi connaître des changements climatiques. Et la flexibilité technique de la même façon pour s'adapter aux conditions. Maintenant, on en vient à la deuxième étude qui est en cours mais qui se termine. Donc, cette deuxième étude, je vous ai dit qu'on a fait un zoom sur 5 régions. Donc, un zoom vraiment très, très approfondi. C'est pour ça que nos études prennent du temps. Il y a des comités de pilotage qui associent tous les acteurs de la filière, donc agriculteurs, énergéticiens, instituts techniques, chambres d'agriculture, syndicats de la profession, syndicats de l'agrivoltaïsme, l'ADEME évidemment, et les services de l'État. Donc, le mois dernier, on a publié les 5 panoramas pour les régions dont je vous ai parlé, qui sont eux-mêmes, un panorama est composé de 3 documents. Bref, vous irez voir sur le site de l'ADEME. C'est très, très riche, en tout cas, si vous êtes dans ces régions. Et de ces 5 panoramas, on est en train de tirer des conclusions nationales, donc avec une extrapolation nationale. Et notamment, on est en train de créer une méthode d'évaluation qui probablement va devenir la méthode d'évaluation de référence en France, au sens où on travaille avec les ministères et leurs services déconcentrés, donc les DREAL, les DDT, et aussi alors pour l'agriculture, là j'ai un trou, les DRAF, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc, ça, c'est une autre collègue qui pilote l'étude. Et donc, on est en train de discuter avec eux. On va probablement les former sur cette méthode. Ça deviendra un petit peu la méthode d'évaluation des prochains projets agrivoltaïques qui vont être soumis à autorisation soumis pour autorisation au service de l'État. Voilà, ben ça, là c'est c'est un petit zoom sur les fameux livrables de l'étude régionale. Donc vous voyez, à chaque fois vous avez une synthèse, vous avez des fiches qui reprennent vraiment le contexte agricole de cette région et les cas culture ou élevage pour lesquels l'agrivoltaïsme est actuellement soit déjà existant ou en développement ou en cours de développement. Et puis ici, c'est un zoom sur l'observatoire dont je m'occupe du coup, qui aura pour but de faire systématiquement remonter des données sur toutes les installations, puisque je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, on a un manque on a un grand manque de retour d'expérience sur ce qui s'est déjà fait pour pouvoir conclure définitivement ou pas, pouvoir en tout cas conclure dans un premier temps sur l'impact positif ou négatif des panneaux sur les cultures ou les élevages qui sont sur les parcelles où ils sont situés. Donc cet observatoire, il a plusieurs rôles. D'une part, évidemment, on centralisera les données telles que c'est prévu par la loi. Actuellement, on collecte aussi beaucoup de données de façon volontaire de la part de développeurs ou d'exploitants agricoles qui ont des installations photovoltaïques sur leurs parcelles, qui ont déjà des suivis assez précis
via des mesures, comme on a pu le voir, des campagnes de mesure avec des instrumentations, comme on a pu le voir tout à l'heure pour l'agroforesterie. Et donc, on collecte déjà toutes ces données pour capitaliser de l'expérience et pouvoir peut-être tirer de premiers enseignements. On met à disposition du coup du grand public, enfin de tout le monde, les indicateurs qu'on va sortir à partir de nos données. On met aussi, c'est la partie un peu information, enfin on met toutes les ressources bibliographiques, donc évidemment les études ADEME, mais aussi des études d'autres partenaires dont l'ITEPMAI fera peut-être partie. Donc il y a des études de plusieurs instituts techniques qui sont déjà répertoriées sur le site. On anime la communauté dans le sens où on se retrouve autour de cet observatoire avec tous les acteurs de la filière pour partager les connaissances et s'enrichir mutuellement. Et on a vocation, à travers les enseignements de cet outil, aussi à continuer d'accompagner le gouvernement pour peut-être une évolution de la réglementation et en tout cas pour mettre en avant les bonnes pratiques. Donc l'observatoire, alors quand j'ai envoyé les diapositives il y a une semaine, il n'était pas encore en ligne, donc je n'avais pas mis l'adresse. Je vais la mettre dans les diapositives que vous recevrez pour que vous l'ayez, mais c'est observatoire-agrivoltaïsme.adem.fr. Je pense qu'il est maintenant répertorié dans les moteurs de recherche. Donc aujourd'hui, il répertorie environ 200 installations sur tout le territoire français. Donc il y a l'Hexagone et les DOM-COM. Et ces installations, en grande majorité, sont historiques, c'est-à-dire qu'elles ont été construites avant la réglementation. Donc pour la plupart, on ne peut pas les appeler agrivoltaïques. En revanche, c'est bien des panneaux photovoltaïques sur parcelles agricoles. C'est pour ça qu'on les a recensés. Quand on fait une première petite statistique, on est sur une puissance cumulée de 2,2 gigawatts crête, voilà, et 118 des exploitations, plus les 39 démonstrateurs. Donc 150 exploitations, 150 installations sont en exploitation. Les autres sont autorisées, mais en cours de construction. Donc non, on n'a pas encore de données ni de recul. Concernant votre filière, voilà, on a fait un petit zoom et on s'est appuyé pour ce zoom sur la grosse étude qui est donc beaucoup plus récente, celle qui a permis de faire les 5 panoramas régionaux. On trouve des installations à La Réunion, majoritairement pour la production de vanille, mais aussi donc plantes médicinales, plantes ornementales, tisanes. On a une installation dans les Bouches-du-Rhône sur des herbes aromatiques, dans le Tarn-et-Garonne. Voilà, je vous laisse lire. On a du ginseng, de la lavande, du thé. Il y a aussi du thé et du café en Pyrénées-Orientales dans une autre installation. Voilà, c'est pour montrer un petit peu la diversité des productions qui ont recours à l'agrivoltaïsme aujourd'hui. Pour votre information, si ça vous intéresse, là c'était la gouvernance de l'observatoire pour vous dire, ça illustre bien en fait qu'on travaille avec tout le monde. Donc on a, ah oui, c'est la gouvernance à la fois il y a 2 choses ici. Bon, ça ne va pas, c'est une ancienne diapo, parce que c'est un mélange de 2 diapos. Bon, en tout cas, l'idée, c'est de vous dire qu'on a bien des comités qui suivent tous les travaux, et les instituts techniques, l'ITEPMAI, par exemple, fait partie du comité d'experts scientifiques qui travaillent sur les technologies éprouvées. Normalement, là, voilà, on va parler des technologies éprouvées. Donc, l'ADEME, en plus de l'observatoire, a été chargé de proposer une liste de technologies éprouvées. Donc, comme je vous l'ai dit, on doit mettre en avant les bonnes pratiques. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir dire à un moment que sur un type de culture ou pour un type d'élevage, un type de panneau photovoltaïque est adapté et même recommandé, enfin, présente de bons résultats. Donc, pour pouvoir sortir cette liste, comme à l'ADEME, on est quand même
un établissement qui fait référence et qui s'appuie sur des connaissances scientifiques et techniques. On travaille actuellement avec des experts scientifiques. On va étudier la littérature scientifique, les retours techniques. C'est pour ça qu'il y a les instituts techniques dans ce comité d'experts. Et on va prochainement, mais pas tout de suite, proposer une liste, alors plutôt en 2027-2028, selon le recul et selon le nombre de données qu'on va pouvoir recueillir pour éprouver les différentes techniques. Voilà. Alors, en conclusion, concernant l'ADEME, ce qu'on voulait vous rappeler, c'est que l'agrivoltaïsme, c'est d'abord un service que les panneaux doivent apporter à la parcelle. Donc, non seulement la production agricole doit rester prioritaire, mais l'installation de panneaux doit apporter un service qui peut être de 4 ordres. En général, quand je dis ça, j'en oublie un. Pour l'élevage, c'est le bien-être animal. Pour les cultures, c'est la protection contre les gros aléas type grêle, gel. L'ombrage, donc un peu comme complètement comme l'agroforesterie, réduction des besoins en eau, diminution de la sécheresse et des blessures liées à la sécheresse sur les plantes et de l'évapotranspiration pour le sol. Et donc du coup, il me manque forcément le 4e, que je retrouverai. Voilà. En tout cas, il faut qu'il y ait un service apporté. Donc, nous, on travaille, vous l'avez vu, sur différents outils, l'observatoire, la liste des technologies éprouvées et la méthode d'évaluation des projets qui, elle, va être publiée début 2026. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Baudry. On voit bien l'importance de cet observatoire pour guider finalement dans nos orientations pour ceux qui auraient des projets. Vous avez pas trop parlé de la partie économique. Est-ce que l'observatoire participe aussi à des observations sur la rentabilité, l'économie autour du rachat de l'énergie ? Ah oui, alors, il y a 2 choses. Donc, c'est vrai que le rachat de l'énergie, alors, le modèle économique actuel pour l'agrivoltaïsme, le plus souvent, c'est un développeur, donc un énergéticien, qui prend à sa charge l'investissement pour la structure photovoltaïque, donc l'installation des panneaux et de tout ce qui va autour, le transformateur, les capteurs, etc. Donc l'énergéticien investit et se charge de revendre l'électricité. L'exploitant agricole est associé soit par versement d'une rente ou d'un loyer, soit parce qu'il prend part au capital de la société qui est créée autour de l'installation agrivoltaïque. Dans ce cas-là, il peut aussi avoir une part des revenus. Soit, c'est les 2 plus grands modèles, c'est participation au capital ou perception d'un loyer. Donc, l'exploitant agricole n'est pas directement chargé de trouver à qui vendre son électricité. C'est en général pas lui qui s'en préoccupe. Ce qu'on va collecter, nous, dans l'observatoire, du fait de la réglementation, c'est les données liées à l'économie de l'exploitation. Et en fait, il est demandé dans la réglementation française que le RBE, donc le revenu brut de l'exploitation, ne soit pas modifié après l'installation des panneaux et voir qu'il augmente. Donc, on va collecter ces données-là pour chacune des installations agrivoltaïques et donc on pourra vérifier cette partie-là. Mais c'est du coup l'économie de l'exploitation, c'est pas en lien direct avec le prix de l'électricité. Ce que je peux ajouter, c'est que donc la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, fait des appels d'offres réguliers pour toutes les énergies renouvelables. Et là, ça fait quelques mois que la CRE nous indique que la production en installation agrivoltaïque est la moins chère. Donc, il y a beaucoup d'installations agrivoltaïques qui remportent les appels d'offres de la CRE parce qu'on sort avec des 60 à 70 € le mégawattheure.
ce qui est kilowattheure ou mégawattheure, ça y est, maintenant j'ai un doute. Voilà. Et en tout cas, très compétitif pour la creux. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle pour Madame Baudry? Pour avoir le droit donc d'installer des installations agrivoltaïques, il faut répondre à pas mal de critères. En théorie, les panneaux photovoltaïques sur sol agricole, c'est la dernière des solutions. Sauf que dans les faits, on voit qu'il y a une énorme pression sur les sols agricoles. On voit qu'il y a des gens qui installent sur une analyse qui est faite à un instant T, qui est censée être en place pendant 30 ans. La question, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais la situation de la parcelle change et qu'il n'y a plus d'activité agricole dessous, de bonne foi ou de mauvaise foi du collègue paysan, c'est pas la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on essaye de mettre plein de garde-fous qui, dans les faits, sont soit non respectés, soit contournés, en nous disant, oui, on va voir, on étudie, on ne sait pas, tati tata. Dans les faits, on voit bien qui s'y engouffre, comment et pourquoi. Et on n'a aucune assurance que ça se passe bien dans le futur. Donc, est-ce que vous réfléchissez aussi à ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand ce n'est pas respecté et quelles sont les préconisations? Oui, alors pour ceux qui les connaissent, il y a eu beaucoup de contre-exemples au départ de l'agrivoltaïsme. Donc, par exemple, dans le sud, alors au départ, il y a eu plus de panneaux installés dans le sud de la France ou à La Réunion par rapport aux conditions météo et à l'ensoleillement. Hein, évidemment, pour que les panneaux produisent beaucoup d'électricité, il faut qu'il y ait du soleil. Donc, au départ, il y a eu des contre-exemples qui ont marqué les esprits et dont on nous parle fréquemment. Donc, des serres agrivoltaïques qui ont été construites et qui finalement ont été construites sans prendre en compte les besoins des cultures dans ces serres. Et donc, les cultures ont périclité. Donc, les serres agrivoltaïques existent toujours, mais c'est devenu une centrale solaire. C'est-à-dire qu'il y a des panneaux photovoltaïques sur des serres avec rien dans les serres. Donc, ça, c'est vrai, ça fait partie des contre-exemples que, évidemment, on ne veut pas voir se reproduire. Et donc, ce qui a été mis dans la réglementation, c'est des garanties financières. Donc maintenant, l'exploitant de l'installation agrivoltaïque, donc plutôt l'énergéticien, il verse des garanties financières si les services de l'État qui sont chargés du contrôle des installations tous les 3 à 5 ans selon le type d'installation, si les services de l'État constatent qu'il n'y a plus d'activité agricole, ils peuvent demander le démantèlement des panneaux, et si l'énergéticien venait à être défaillant, parce qu'entre-temps, il y a beaucoup d'opportunisme en ce moment sur cette filière. C'est pour ça que je disais, il y a la théorie et la pratique. En ce moment, il y a une très grosse pression vers les agriculteurs ou vers les communes pour installer de l'agrivoltaïsme un petit peu partout, de façon un peu débridée. Nous, vraiment, la réglementation, comme vous dites, fixe un certain nombre de critères qui fait que 9 projets sur 10 qui se font actuellement ne passeront pas, ne seront pas autorisés. Mais c'est juste qu'on sent l'effervescence sur le terrain. Donc, si une installation, s'il n'y avait plus d'activité agricole, les services de l'État peuvent ordonner le démantèlement de l'installation. Et si l'énergéticien n'est plus capable, parce qu'il n'existe plus ou pour une raison diverse, de faire face, les garanties financières seront activées. Donc, la somme sera récupérée pour faire les travaux. Très bien, merci. Une autre question? Oui, Xavier Simonet à Groscope, Suisse. Une petite question, déjà, je n'ai pas bien compris quand vous parliez vous disiez que le revenu brut d'exploitation, il doit rester stable. Je ne sais pas si c'était inclus la production d'électricité ou la location, on va dire. Et puis la deuxième question, ça veut dire que vous considérez la rentabilité agricole au niveau de l'exploitation et pas au niveau de la parcelle ou du système de culture qui est impliqué avec la production de photovoltaïque. Ça veut dire je peux mettre ça sur une parcelle, j'ai une baisse de rendement de 30-40%, mais j'ai une autre production agricole qui booste mon exploitation, puis j'arrive au même RBE, puis j'ai pas de problème. Non. Alors, en fait, j'ai douté parce que là, je suis pas venue avec ma réglementation qui est dans mon cartable, qui est là. Et tout à l'heure, en parlant du RBE, en fait, c'est le RBE sans les revenus liés aux panneaux. Donc, on considère que les revenus liés aux panneaux sont une recette supplémentaire pour l'exploitation, mais la réglementation demande que le RBE global reste stable, sachant que la parcelle qui a les panneaux
il faut que le rendement soit au minimum de 90% de ce qu'il était avant l'installation des panneaux. Ce rendement étant calculé sur une moyenne olympique sur 5 ans. Donc en gros, moyenne olympique, vous prenez 5 ans, vous enlevez la pire année, la meilleure année, vous faites une moyenne. Et il faut donc réattendre 5 ans après les panneaux pour refaire une moyenne olympique. Donc ça, c'est des calculs qui sont vraiment très complexes et qui ont été mis dans la réglementation. On va voir comment concrètement on s'en sort. Ça, c'est pour vous répondre sur le RBE. Donc, en fait, la réglementation française, elle est très stricte. La semaine dernière, on avait un échange avec les collègues allemands. On avait une conférence sur l'agrivoltaïsme en Allemagne et en France. En Allemagne, il faut que le rendement soit maintenu à 66% minimum. Et pour la France, on a mis 90% minimum. Et on sent bien, par rapport au retour de terrain qu'on a déjà, que ça va potentiellement être plus compliqué de rester à 90% en France, notamment parce que quand vous installez les panneaux, vous perdez quand même une partie de la surface, ne serait-ce que pour mettre les poteaux, le transformateur, les connexions. Et donc là, c'est pareil, la réglementation dit qu'on ne peut pas perdre plus que 10% de la surface de la parcelle, mais c'est aussi assez challenging et assez compliqué à maintenir. Je ne sais plus, vous aviez une deuxième question ? Je suis ici. J'étais le premier en théorie. Non, je rigole. Benoît Leduc, producteur. Moi, je suis pas trop pour l'agri-photovoltaïsme. Déjà, ça appartient globalement aux énergéticiens et puis aux producteurs. Donc ça, je trouve ça dommage que l'agriculteur garde pas la main dessus. Ensuite, je suis pas trop pour parce qu'il y a quand même du béton et du câble dans le sol. Donc, pour nos productions au-dessus, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est une question. Et pareil, je voulais faire une petite parenthèse sur au niveau économique. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des prix de l'électricité qui s'effondrent en ce moment. Donc, est-ce que les installations restent rentables? Alors, sur tout l'aspect, le fait de mettre du béton, etc., c'est l'intérêt de la question de la réversibilité. Je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder. Donc, on a un autre observatoire à l'ADEME qui s'appelle ENR et biodiversité, énergie renouvelable et biodiversité, où en fait, là, on compile toutes les recherches scientifiques qui sont faites sur le sujet. Et il se trouve que, comme toute modification, comme si on ajoutait des arbres dans une parcelle, si on met des panneaux sur une parcelle, la biodiversité est modifiée, mais n'est pas forcément diminuée. C'est-à-dire que les chauves-souris vont quand même venir, on pourra peut-être en avoir plus, on va avoir moins d'une sorte d'oiseau, mais plus d'une autre sorte d'oiseau, idem pour les papillons, les insectes, etc. Donc, je ne dis pas que c'est neutre de mettre du béton et des poteaux dans une parcelle agricole, je dis juste qu'on a des recherches actuellement qui s'intéressent à l'impact et qu'il peut y avoir des impacts positifs comme négatifs sur la biodiversité, évidemment sur les rendements. Et du coup, en disant ça, j'ai perdu votre question. Oui, c'était presque le plus Les prix négatifs. Ouais, les prix négatifs, et même nous, hein, on suit des dossiers en Bourgogne-Franche-Comté. Les prix s'effondrent, clairement. Donc là, on est en train de couper une méthode de diversification pour les exploitations agricoles. Ensuite, on a aussi d'autres problèmes qui, à mon avis, il faut quand même les citer. Il y a les postes sources qui supportent plus l'afflux électrique. Nous, on a des onduleurs qui se mettent en sécurité au pic de production parce que, pareil, les lignes sont à 110% de leur capacité. Tout ça, ça à prendre en compte parce que EDF, ils disent non, nous, on n'a rien vu. Mais il y a des rentabilités derrière qui tombent et indirectement, après, c'est l'agriculteur qui est le dernier maillon. Et c'est des petits chiffres qu'on nous enlève de l'enveloppe. Oui, alors paradoxalement, j'allais vous dire, moi personnellement, donc je n'engage pas l'ADEME, je suis toujours plus favorable au montage financier où l'agriculteur fait partie de la société qui exploite l'installation, dans le sens où on est sûr que s'il est dans la société, l'installation va bien répondre à ses besoins pour l'exploitation agricole. Et on a maintenant plusieurs exemples en France où plusieurs agriculteurs ont créé des installations et donc
forcément, il y a un énergéticien à un moment qui va arriver, ne serait-ce que pour installer, pour créer, pour construire, faire toutes les études. Il y a beaucoup d'études préalables à faire. Mais après, potentiellement, il y a des modèles où les agriculteurs font plus que 50% du capital de l'installation. Et là, on est sûr que la vocation agricole sera première et sera bien regardée. Donc, le souci de ça, c'est qu'évidemment, si vous êtes dans le capital, c'est à vous, si vous gérez l'installation électrique, c'est à vous de trouver à qui vous vendez l'électricité. La question des prix de l'électricité négatifs, elle est liée aux énergies renouvelables en général, donc évidemment pas qu'au photovoltaïque, et au changement de notre modèle énergétique en particulier. Et là, on est vraiment dans une phase de transition où on se retrouve à faire à développer les énergies renouvelables, ce qui est bien, et qu'il faut gérer les pics de production. C'est quand il y a trop de production d'énergie renouvelable avec production classique à côté, qu'il y a des prix négatifs. Donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'au niveau du réseau, on apprenne à effacer les autres productions nucléaires ou d'origine fossile quand on fait plus de renouvelables. Mais tous ces changements-là, ils sont longs. Donc, ils sont en cours. Et donc, ça provoque ces prix négatifs potentiellement. Juste pour vous rassurer, quand vous avez, en tant qu'agriculteur, un contrat avec un énergéticien, votre revenu, il est garanti. Si vous êtes sur le modèle loyer ou rente, alors ça peut être aussi des contrats d'entretien. C'est la troisième modalité que je cherchais. Donc, les parcelles où il y a des panneaux, forcément, le fait d'avoir des panneaux, il faut un petit peu d'entretien. Et donc, l'agriculteur peut avoir un contrat d'entretien, en fait, de la parcelle qui lui fait son fameux revenu supplémentaire. Donc, dans la plupart des modèles, le revenu pour l'agriculteur ou le propriétaire foncier sont garantis. Il n'y a que si vous êtes vous-même propriétaire de l'installation agrivoltaïque que vous pourriez subir éventuellement le prix négatif. Ah, je vais être pénible. Mais ça, c'est pas totalement vrai, parce que quand l'onduleur se met en sécurité, il n'y a plus le relevé de ce qu'on produit. Et donc, c'est déduit sur notre facture à la fin de l'année. Donc ça, je l'ai vécu. Et c'est impossible de prouver à EDF qu'on a 2000 kW qui ont disparu dans la nature. Parce que les lignes sont en surchauffe et tout se met en sécurité. Et l'ordinateur, il ne les retrouve pas, les 2000 kW. Donc, il y a... personnellement, pour ceux qui signent, c'est vrai que le contrat est beau, mais après, dans la vie du contrat, il y a 2-3 trucs qui sont un petit peu louches. Bon, c'est mon point de vue. Merci. Je pense qu'on va passer à la suite. On vous remercie beaucoup pour d'abord la présentation, mais aussi répondre à la réponse aux questions.